Bonjour Ghislaine Pelat. Nous sommes très heureux de vous avoir derrière écran aujourd'hui pour le Conseil scientifique de l'Union des fédéralistes dont vous êtes membre. Ghislaine Pelat, vous êtes docteur en gestion, spécialiste de la relation client et du commerce professionnel à l'Université Grenoble-Alpes. Vous appartenez au laboratoire CERAG, le Centre d'enseignement de la recherche en gestion. Vous êtes présidente de l'association ERECO, Europe, membre avec 33 universités représentées. Et vous êtes la coordinatrice du programme Erasmus+, Site Europa, qui forme des étudiants européens à la citoyenneté européenne. Donc tout ça, c'est vraiment très intéressant et je voudrais vous poser la première question sur votre parcours. Quelle place tiennent les sujets européens dans vos enseignements et engagements? Merci de cette question. Effectivement, de par on va commencer peut-être par l'enseignement, ce qui va tout de suite nous mettre sur le territoire européen, puisque dès qu'on commence à parler commerce, eh bien, il y a des clients, il y a des territoires et il y a forcément des entreprises et des marchandises. Et donc, très vite se positionne la place où on va faire du commerce. Donc, ça peut être une place locale, type national, mais très vite, la place du marché s'étend à l'Europe, voire le monde. Donc, dans les enseignements, je vais dire au quotidien, l'Europe est tout le temps présente, ne serait-ce que par la monnaie, ne serait-ce que par les règles, ne serait-ce que par les territoires, donc la place à nouveau du marché. Du point de vue de la recherche, depuis maintenant 25 ans, je travaille avec des universités européennes sur la construction de l'Europe. Et donc, dès le départ, même dès la chute du mur de Berlin, on a commencé à travailler avec ces universités. Donc, chute du mur de Berlin, ça ne veut pas dire une Europe bien unifiée, déjà, au contraire, c'est une adhésion progressive de ces pays et acceptation de ces pays à l'Europe. Et donc, tout ça, ça a été extrêmement intéressant. Et là, aujourd'hui, quand je travaille aujourd'hui sur Site Europass, qui est donc le programme Erasmus+, sur la citoyenneté européenne, en fait, je retrouve tous les partenaires que nous avons depuis de longue date, que j'ai depuis de longue date, avec qui je travaille depuis de longue date. Je ne sais pas si ça vous convient. Oui. Jérémy. Oui, vous connaissez bien donc le monde des entreprises, leur mode de fonctionnement. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les entreprises, elles sont inscrites dans un marché européen, ou au moins un espace de régulation européen, relatif à l'Union européenne en particulier. Et même si pour nous, ma génération, c'est une réalité normale, le Brexit nous a rappelé que c'est quand même compliqué de sortir de cet espace-là. On y perd beaucoup, il y a beaucoup de choses négatives. Alors, pour nous qui sommes dedans, quels sont pour vous les principaux avantages? Je veux dire peut-être même encore les inconvénients ou les enjeux, parce que c'est quand même un marché qui se structure en permanence en termes d'échanges, et notamment d'échanges d'expériences, de dialogue, parce que bon, pour le commerce des marchandises, bon, on voit bien, on va au supermarché, on a des produits de toute l'Europe. Moi, j'achète des champignons polonais, des aubergines espagnoles, mais non, mais par contre, ce qu'on parle moins, c'est l'effet structurant sur les personnes de ce type de marché et pour les entreprises dans l'échange d'expériences. Quels sont pour vous les enjeux de ce marché-là? Oui, alors, moi, je pense qu'il y a énormément d'avantages à ce que l'Europe soit. Hein. Et donc, vous citez en premier lieu, évidemment, les marchandises que l'on retrouve, mais je pense que d'abord, en premier lieu, c'est la monnaie. La monnaie, c'est quand même un élément extraordinaire pour cette Europe unie. On n'a plus comment dire, déjà, ça a stabilisé l'inflation.
au niveau européen. Alors, c'est un sujet de discussion, on est bien d'accord, hein, mais ça a vraiment stabilisé l'inflation. Il n'y a plus un effet de surenchère entre les monnaies, donc on n'a plus ces échanges entre des monnaies qui fluctuaient d'un jour sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Donc, on a vraiment cette uniformité. On a pour le citoyen une reconnaissance du prix, une comparaison des prix. Donc, on est capable de savoir si l'aubergine est plus chère en Espagne, en Allemagne, au même jour. Et aussi peut-être pourquoi, hein, c'est un élément important. Donc, la monnaie, c'est vraiment, je dirais, le premier élément, le premier facteur extrêmement positif en faveur de l'Europe. La deuxième chose qui est très importante, alors des fois on ne le vit pas toujours très bien, mais ce sont les règlements et les normes. Et ça, pour avoir un marché harmonieux et qui soit large, qui ait quand même une certaine dimension pour une entreprise, cette notion de normalisation et de réglementation qui, je le rappelle, ne sont pas imposées, hein, elles sont négociées. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qui n'est pas toujours bien perçu par le citoyen en pensant que l'Europe nous impose tout, quasiment, mais il y a quand même beaucoup de normes qui sont négociées. D'ailleurs, elles sont pratiquement toutes négociées au niveau européen. Encore faut-il être présent. Et ça, je ne suis pas sûre que ni les entreprises, et c'est bien dommage, ni les groupes de défense de citoyens soient assez présents. Ça, c'est bien dommage. Peut-être que ça, on y reviendra tout à l'heure, il serait bien que l'Europe soit plus incitative justement à ce que à la fois citoyens, à la fois les territoires, à la fois les entreprises viennent et puissent s'exprimer. Bon, ça, c'est autre chose qu'on développera peut-être ultérieurement dans les évolutions éventuelles. Donc ça, c'est vraiment un point important parce qu'on n'a pas idée, quand on est en Europe, de l'impact commercial de ces normalisations. Je donne simplement un exemple. Parce que je suis responsable d'un master qui forme des scientifiques au niveau commercial et pour l'international. Et au Moyen-Orient, par exemple, tout ce qui est médical ou tout ce qui est autour du médicament, le marché du Moyen-Orient n'accepte que deux normes, c'est les normes américaines et les normes européennes. Et ça, alors elles ne sont pas pareilles, c'est bien dommage d'ailleurs, hein, on pourrait peut-être s'entendre, ça c'est encore autre chose, ça fait partie de la compétition mondiale. Mais là, on a vraiment des enjeux majeurs et il faut vraiment les protéger. Je suis très en faveur, moi, de ces normalisations, négociées, encore une fois, parce qu'on a d'autres acteurs internationaux qui arrivent avec leurs autres normes. Et là aussi, il va falloir négocier au niveau international. Donc, je vais dire que, alors, on peut le voir comme étant une hyperprotection des marchés, ce qui n'est pas faux, hein, on est bien d'accord, mais c'est un enjeu majeur de reconnaissance au niveau international. Et surtout, quand on monte dans de la qualité. Donc, on peut dire qu'effectivement, États-Unis comme Europe, nous sommes dans de la qualité. On recherche ça et on sait faire. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein, cet avantage-là, parce qu'on a quand même des acteurs tels que la Chine, bon, voire l'Afrique sur certaines parties qui boostent derrière hein, pour arriver à ces standards. Voilà, donc c'est quand même un avantage, vraiment un avantage majeur. Donc ça, c'est le deuxième point. Il y a la monnaie, il y a effectivement les normes, puis il y a la formation. Et la formation et les compétences, hein, je dirais. Et ça, c'est un autre critère extrêmement important. On a du savoir-faire hein, en Europe. On a des standards de savoir-faire aussi qui sont très intéressants. Et on n'a vraiment pas à pâlir là-dessus. On a aussi de l'innovation liée aussi à cette formation. Et là aussi, on sait bien faire. Donc, c'est aussi un avantage énorme parce qu'on voit les équipes de recherche qui travaillent ensemble en Europe. Hein, c'est clair, c'est largement favorisé par l'Europe, hein, tant mieux, c'est très bien. Il y a des financements pour ça. Et donc, il y a ce savoir-faire. Donc, ça, c'est un point important. Je vais dire que le malheur, c'est qu'on ne sait pas assez le mettre en avant et qu'il manque des petits bouts dans la chaîne, c'est-à-dire qu'on sait bien faire de l'innovation européenne, mais malheureusement, on ne sait pas passer le seuil où il va y avoir une industrialisation. Et donc, là, on va dire au niveau européen, il manque ces financements-là, ce que savent très bien faire les États-Unis, par exemple. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais si vous voulez, il y a l'innovation proprement dite qui sort du laboratoire, qui incube, et ensuite, il y a la mise sur le marché. Et il y a une étape entre la commercialisation majeure et la sortie du laboratoire qui n'est pas très bien faite et qui rend très sensible
nos entreprises, c'est-à-dire qu'en clair, les États-Unis font leur marché à ce niveau-là. Ils nous ont repérés, ils ont repéré les territoires européens où il y a l'innovation. Et donc, c'est bien dommage qu'à ce moment-là, l'Europe ne soit pas plus présente, si vous voulez, pour protéger cette étape-là. Bon, encore, ça viendra, mais on a beaucoup de startups qui partent chez des investisseurs étrangers. Et ça, c'est dommage parce que c'est quand même le territoire européen, l'Europe en tout cas, qui a fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Donc, la formation donc, avec l'innovation et on va dire qu'il y a l'entrepreneuriat. Et puis, derrière, eh bien, je pense qu'on a comme enjeu pour des entreprises un bel enjeu lié à la diminution de l'empreinte carbone. Et là, bon, pour l'instant, malheureusement, pas assez d'initiatives, mais en tout cas, ce projet européen qui va toucher tous les acteurs, hein, aussi bien les entreprises que les citoyens, que les territoires, pour avoir, si vous voulez, ce qu'on appelle le label B Corp, hein, c'est-à-dire, il y a des sociétés hein, qui ont déjà ce label-là. En France, on a 150 sociétés qui ont ce label, qui est le travail à destination justement d'une diminution de l'empreinte carbone et puis travailler ensemble avec le bien-être des personnes dans un sentiment d'appartenance au niveau local. Donc, voilà, ça, moi, je pense que c'est 3 éléments assez majeurs en Europe. Alors, peut-être qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, mais quand on voit... On y reviendra peut-être tout à l'heure pour parler justement de cette adhésion à l'Europe qui reste encore un chantier. Et donc, je vais peut-être faire la transition sur les inconvénients. J'ai oublié une chose majeure, excusez-moi, ce sont les valeurs européennes, évidemment. Excusez-moi, ça c'est vraiment le fondement, ça me paraît, c'est tellement normal, mais bien sûr que les valeurs européennes, avec le respect des droits, le respect de la liberté de circulation, la capacité à s'exprimer, c'est évidemment ces valeurs-là qui sont extrêmement importantes et très avantageuses et enviées hein, par beaucoup de gens qui sont en Europe. Donc, l'inconvénient, on va dire qu'on n'y peut pas grand-chose, c'est un peu aussi comme ça, mais on a un territoire qui est quand même perçu comme vieillissant. On y est bien, hein, donc il y a des politiques de santé. Donc, économiquement, on est quand même un vieux continent, hein, et avec de lourdes histoires, ce qui est extrêmement intéressant, mais évidemment qui affaiblit parfois le dynamisme. Je pense que par rapport aux enjeux internationaux, et en particulier les enjeux chinois et africains, c'est un territoire qui n'est peut-être pas assez vigilant. Hein, on est un peu tourné sur nous-mêmes encore par rapport aux impacts internationaux. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut intervenir dans tous les sens, hein, mais être plus fier, en tout cas d'être européen, sans être prétentieux, hein, mais en tout cas d'en être fier, d'être européen et d'avoir construit une certaine union. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas présent encore, ou pas assez, et qui ne donne pas assez, à mon avis, la dynamique au niveau international, parce qu'on a une place internationale vraiment importante. Donc, cette union, ce serait bien, effectivement, d'en améliorer la fierté. Et on a quand même des éléments importants, hein, comme le bien vivre, la santé, la sécurité et la mobilité. Et donc, ce qui fait qu'on est encore assez timide sur la scène internationale. Alors, on est bien d'accord, hein, ça c'est vu de mon point de vue, n'est-ce pas? Mais je pense que si j'étais aux manettes politiques, je serais beaucoup plus prudente, évidemment, puisque là, derrière, on a des engagements de pays, on a des engagements politiques de chacun des pays et respect aussi des élections hein, qui ont été faites. Donc, effectivement, c'est facile de le dire derrière Zoom, c'est moins facile à réaliser dans le quotidien et je comprends très bien qu'il y ait des enjeux. Donc, c'est peut-être là où si on arrivait à avoir un système qui soit plus souple, système d'organisation de l'Europe qui soit plus souple, peut-être que ça serait intéressant. Ça nous faciliterait en tout cas la présence à l'international. On a des choses à défendre à l'international et des coopérations à faire. Merci. J'ai peut-être une question subsidiaire. On parle souvent en la critiquant aussi, de la concurrence libre et non faussée.
au niveau européen qui empêcherait l'émergence de grands groupes, etc. Ça correspond à ce que vous venez de dire sur la nécessité d'être plus solide, enfin, au niveau européen. Quel est votre point de vue là-dessus? Si je comprends bien votre question, c'est l'idée de dire, si vous pouvez peut-être la répéter, sur les consortiums. La concurrence libre et non faussée est un obstacle en fait pour certains et ne permet pas de faire émerger de grands groupes européens. Oui, donc c'est l'histoire capable d'agir au niveau sur la scène internationale. Oui, c'est ça. Donc c'est la régulation, hein, peut-être. Hein, c'est ce que vous évoquez. D'accord. Alors, c'est un grand débat chez les économistes. C'est des vraies orientations. Je pense que, alors là, c'est à titre complètement personnel, hein, mais je pense qu'il faut une régulation, néanmoins, par les États. Économiquement, si on laisse filer une économie libre et ouverte, à très court terme, pourquoi pas, mais c'est la rentrée d'opportunisme qui sont plus contrôlables après. Et là, je pense qu'il faut quand même penser à nos sociétés et aux citoyens. Et là, enfin, on a eu dans l'histoire hein, des cas comme ça, quand on pense par exemple à ce qui s'est passé en Angleterre sous Thatcher, par exemple. Donc, il y a eu, ça a filé, hein, l'économie a filé, mais à quel prix? Est-ce que le monde est fait pour faire fonctionner des entreprises? Ou est-ce que le monde est fait pour que tout le monde vive comme il le souhaite le mieux possible, sachant que l'entreprise est une structure qui va permettre d'avoir une rémunération et donc permettre ce bien-être. Donc, je pense que si on profile les paramètres, je dirais non, il faut de la régulation. Mais cette régulation, mon propos est plutôt de dire on pourrait la négocier au niveau international. Alors, on essaye, hein, parce que je pense que sur le climat, on y est, si vous voulez, on est dans cette idée-là. On a en face de nous des personnes qui ne souhaitent pas utiliser ce paramètre de négociation, mais ça peut être un excellent paramètre de négociation. Mais de là à laisser filer libre et ouvert l'économie, je crois que l'histoire nous a montré que ça, ce n'était pas la bonne solution. La preuve, hein, mais même pour le climat, hein, c'est aussi une des conséquences de cette perspective-là. Donc, une régulation, mais une régulation négociée. Ok, merci. Dans vos activités, vous accompagnez le programme Erasmus+. Les Européens sont très fiers du programme Erasmus en général, c'est bien. Notamment ce programme Site Europa. Êtes-vous satisfaite de ces résultats? Et ce programme est-il important pour mieux affirmer la citoyenneté européenne? Quel pas supplémentaire devrait être réalisé pour que les citoyens de notre continent se sentent réellement européens? Alors, je vais peut-être d'abord répondre sur Erasmus+, puis après, vous me direz à quel moment les autres questions viendront. Donc, le Erasmus+, oui, c'est un succès. Et effectivement, il faut vraiment le soutenir. Et il a évolué intelligemment. Donc, Erasmus+, on reprend son historique, c'était entre les jeunes de favoriser au niveau universitaire, dans un premier temps, les mobilités. Et donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, tout étudiant connaît Erasmus+, peut l'intégrer ou ne pas l'intégrer dans son cursus professionnel. Mobilité des enseignants, mobilité des chercheurs. Et ça a été, dès le démarrage de l'Europe, un vrai succès. On a des couples Erasmus+, aujourd'hui, c'est bien. On a une de nos collègues membres de ERECO qui a fait un papier là-dessus. Donc, c'est bien, c'est excellent. Erasmus+, a bien évolué aussi en direction d'un élément qui manquait, parce que quand les étudiants voyageaient, ils vivaient une belle expérience à l'international. Pour eux, ça représentait une formation, un état d'esprit qui évoluait, mais ils reviennent dans leur pays, ils redeviennent le national du pays. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage, hein, parce qu'on ne poursuit pas. Alors, quelque part, il reste un petit peu européen quand même, pour avoir vécu cette expérience. Et donc, Erasmus+, c'est basé sur ce constat pour travailler et élargir à des projets de réalisation européenne. Donc, c'est là-dedans que Site Europa se positionne, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les projets partnership. Et donc, vous avez la possibilité, avec des partenaires européens, de présenter une réalisation à
à établir sur 3 ans, moyennant un financement. Donc, Site Europass, c'est 3 ans, ce projet qui a démarré en septembre 2022, qui se terminera en septembre 2025, donc c'est un budget de 400 000 € et il réunit 5 partenaires universitaires et un industriel, une entreprise et un Fab Lab, donc une association d'innovation. Et donc, ce projet-là, il répond justement à une suite de Erasmus+ et de ses limites, c'est de faire créer, en fait, c'est de créer des projets à réaliser ensemble. Parce que les gens se sont connus, les gens se sont tolérés, on va dire, hein, se sont un peu compris en termes de culture avec le premier Erasmus+, et maintenant, il faut qu'ils vivent ensemble et qu'ils expérimentent des situations. Donc, Site Europass fait partie de celle-ci. Il y a beaucoup d'autres initiatives, évidemment. Et nous, on est parti du constat que parmi nos étudiants, quand ils revenaient de ces expériences Erasmus+, ils avaient bien le sentiment, quand on testait l'Europe, le sentiment d'être européen, ils avaient bien le sentiment d'être nationalement ancrés, mais de là à être européen, ce n'était pas tout à fait ça. Donc, ça se concrétise. On ne va pas forcément voter, on ne met pas forcément le drapeau européen quand on fait une manifestation européenne. Voilà. Et donc, même sur le territoire, il n'y a pas cette présence-là. Donc, pour eux, ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc, on s'est dit, essayons de leur faire vivre une expérience ensemble. Et pour ça, on a choisi, pour toutes disciplines confondues, de faire des groupes de travail entre les différents pays et de leur demander une innovation qui soit dans le respect du projet européen, c'est-à-dire diminution de l'empreinte carbone. Et donc, cette innovation, elle est soutenue sur la partie technique et scientifique par un Fab Lab qui s'appelle un Biolab. En réalité, c'est dans le domaine des biotechnologies. Donc, l'idée va venir des étudiants, mais cette idée-là, elle va être basée sur le besoin sociétal qui a été vécu dans les pays. Alors, je prends un exemple. On a tous envie de boire de la bière. Est-ce que la bière, elle doit absolument venir d'Allemagne? Et donc, ça, c'est une question. On a envie de trinquer ensemble. Et donc, cette innovation, ce Biolab, va nous dire des levures, vous en avez en Slovaquie, à tel endroit, c'est un bel endroit, vous pouvez le collecter. Ou celle que vous collectez, on peut effectivement l'utiliser pour faire de la bière. Voilà ce qu'elle va donner comme typage de bière, etc. Et donc, cette innovation, elle valorise le local et à la fois, elle répond à un besoin sociétal. Et bien sûr, le besoin sociétal, à la fin, ça sera de boire une bière tous ensemble lorsqu'on pourra se réunir et de goûter les différences, sachant qu'évidemment, après, il restera de l'entrepreneuriat. Donc, voilà l'idée de Site Europass à partir d'un exemple. Et donc, on va sur la partie formation, parce que bien sûr, l'idée, c'est de dire, mais quand même, qu'est-ce que l'Europe apporte et où est-elle présente et en quoi est-ce qu'elle favorise la pérennité de ces innovations? Quelle est la structure juridique? Quels sont les éléments de discussion que vous pouvez avoir? Quels sont les éléments d'uniformisation sur lesquels vous pouvez compter? Eh bien, on travaille avec une entreprise qui fait de la gamification et donc c'est essentiellement sous forme ludique qu'on va aborder ces notions-là. Alors, important quand même, c'est que tout étudiant qui aura suivi Site Europass, avec ces 2 grandes parties, formation plus expérimentation et création d'une solution, voire entrepreneuriat, aura un open badge. Donc ça, c'est quelque chose que l'Europe propose, qui est une validation des compétences. Alors, sous forme digitale, et donc là-dessus, on a des référentiels européens de compétences sur lesquels on s'appuie, et qui peut bien sûr être valorisé par des universités qui reconnaîtraient ces compétences-là sous forme de CTS, donc de crédit de transfert européen. Donc ça, est-ce que j'ai répondu à votre première question, Michel? Sur la citoyenneté. Alors, sur la citoyenneté, donc on a fait une étude, et ça c'est la base de notre Site Europass, auprès des étudiants européens pour savoir justement comment ils percevaient la citoyenneté européenne. Et là, c'est là qu'on a été très très déçus, c'est-à-dire qu'ils sont avant tout nationaux, et bien qu'ils aient voyagé ou pas, et donc on n'a pas en fait le sentiment d'appartenance à cette Europe.
On a essayé de fouiller les raisons pour lesquelles ils ne l'avaient pas. Je pense que c'est une grande méconnaissance aussi de ce que peut apporter l'Europe. Alors, Erasmus+, ça s'impose parce que finalement, ils ont un bureau Erasmus+, dans toutes les universités. Donc, voilà, il s'impose. Les compétences internationales, les compétences européennes, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ça, c'est bien dommage parce que c'est quand même le devenir de chacun d'entre nous dans sa vie professionnelle. Donc là, il y a un gros travail que doit faire l'Europe, qui est de se mettre à disposition de tout un chacun. Et c'est vrai que quand on prend l'énergie d'aller fouiller sur tous les sites européens, c'est magnifique ce qui existe. Mais comment chacun d'entre nous, dans son pays, dans son projet, va pouvoir utiliser cette grande capacité que nous offrent les structures européennes, les politiques européennes, les outils européens, ça aujourd'hui, il y a un grand gap. Alors, je parle des étudiants, mais je parle aussi des citoyens et des salariés. Le RGPD, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui touche tous les citoyens. Est-ce que quand on parle de RGPD à des citoyens, aujourd'hui, ça signifie quelque chose? Moi, j'ai fait une étude là sur l'acceptation des cookies RGPD auprès des citoyens français. C'est catastrophique. Oui, on accepte tout pour aller le plus vite possible sur le site Internet et accéder. C'est une catastrophe. Voilà, le RGPD est là quand même. Et pourtant, chaque fois que vous allez sur un site Internet ou que vous allez sur une appli, on vous le rappelle, on vous dit au titre du RGPD. Voilà, donc je pense que la loi est appliquée, mais il n'y a pas… donc les entreprises qui sont commerçantes appliquent le RGPD sans aucun doute, de mieux en mieux et de plus en plus intelligemment, et avec un grand respect, ça j'ai aucun doute là-dessus. La loi s'applique, mais par contre, comment est-ce que les gens se l'approprient? Et là, je pense qu'il y a un gap. Il y a vraiment une éducation, il y a une sensibilisation. Voilà, c'est auprès du citoyen. Le citoyen, c'est aux citoyens qu'appartient l'Europe, à mon avis, avant tout. Oui, c'est très impressionnant de voir, pour moi qui ai suivi évidemment le programme Erasmus, non plus, le programme Erasmus tout court à l'époque, voir comment ça évolue et que ça se développe et qu'il y a des suites. Bon, c'est très impressionnant et ça fait plaisir à entendre. Et aussi, on ne peut pas ne pas mentionner que vous êtes présidente de l'association ERECO, l'European Research Community, qui réunit des chercheurs de très nombreuses universités européennes. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous en dire un peu plus, puisque c'est une très belle association qui permet de faire un travail plutôt sur le volet recherche en liant donc des chercheurs de toute l'Europe? Oui. Alors, peut-être un rappel historique sur cette association. Elle a donc 25 ans d'existence, juste après la chute du mur de Berlin. Et on avait dans les pays d'Europe beaucoup de structures francophones. Donc, la francophonie a été un des premiers éléments fédérateurs dans cette association. Et on a regroupé beaucoup de chercheurs qui étaient enfin désireux de pouvoir parler français, travailler avec des Français, etc. Donc, ces pays-là n'étaient pas encore dans l'Europe. Et très vite, une fois les premières rencontres françaises réalisées, le bonheur de travailler ensemble, on a vite vu que la thématique de l'Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, était une thématique importante. Et donc, tout de suite, on a jalonné nos conférences sur ces problématiques-là d'intégration des pays dans l'Europe. Donc, on a eu à peu près, on va dire, une bonne dizaine d'années où les papiers de recherche mentionnaient les IDE, c'est-à-dire les investissements à l'étranger, de l'étranger et à l'étranger, comme étant un élément d'intégration à l'Europe. Et puis, au fur et à mesure que l'économie se faisait dans ces pays, et ce n'était pas facile d'intégrer l'Europe, franchement pas facile pour eux, avec des gros différentiels de niveau de vie. L'étape de la monnaie a été vécue toujours de manière très douloureuse pour ces pays. Et donc, on a eu quand même des papiers de plus en plus qui mentionnaient ces éléments-là. Donc, dans nos archives, on va dire que historiquement, aujourd'hui, on pourrait reprendre ces papiers-là et s'inspirer, si vous voulez, de ce qui a été mentionné à l'époque par les pays entrants pour intégrer des nouveaux pays.
Et ça, je vais dire que c'est encore un des problèmes de l'Europe. Donc, je n'en ai pas parlé juste avant en termes d'inconvénients, mais c'est quand on a des pays qui demandent à intégrer l'Europe, combien de temps, je vais vous poser la question exactement comme ils nous la posent, combien de temps faut-il attendre encore pour qu'on soit de parfaits élèves et que vous nous acceptiez? Et donc là, par exemple, l'année dernière, on était en Macédoine du Nord et c'était une des questions, c'était de dire, mais enfin, on est bon là maintenant, on a fait tout ce qu'il fallait, on a des lois, on est en train de se mettre en place, on a plus de contrôle au niveau de nos comptes, pourquoi l'Europe nous laisse-t-elle encore dehors? On a besoin de l'Europe. Et on est aussi largement incité par la Chine, grâce à ses investissements, à ne pas partir en Europe. Donc, que fait l'Europe? Moi, je n'ai pas la réponse, hein. Par contre, je me disais que ça serait peut-être intéressant que l'Europe, avec une structure qui tolère des avancées différentes, pourquoi pas fédéraliste, donc dans ce cas-là, puisse permettre d'avoir des étapes à plusieurs niveaux. Parce que là, la marche est haute. La marche est très haute pour ces pays-là. Et on voit quand même qu'au niveau international, quand on laisse la Macédoine du Nord en dehors de l'Europe, culturellement, ils sont avec nous. Enfin, et globalement, tous ensemble, ils veulent être en Europe. Et c'est aussi, ça fait partie des richesses. Alors, je suis d'accord, hein, il y a d'autres choses, hein, il y a les effets religieux, il y a les effets politiques, il y a d'autres effets internationaux qui sont présents, mais il faut bien être conscient qu'ils ont la pression des Chinois, et donc pour investir chez eux. Et donc, à partir du moment où quelqu'un investit sur le territoire et comment dire, facilite la mobilité, ça fait partie des critères d'intégration. Donc voilà, je pense que là, il y a en termes, voilà, si on reprend l'historique de notre association, je pense qu'on pourrait trouver des éléments qui pourraient aujourd'hui nous aider à peut-être mieux réfléchir à ces notions d'intégration. Et avec, donc voilà, sur la partie historique, on va dire, donc aujourd'hui, sur ERECO, on a toujours ces chercheurs très motivés, des jeunes chercheurs, et on a depuis quelques années surtout un travail sur les crises. Et ces crises-là, elles sont aussi intéressantes, et vous allez voir pourquoi je parlais de l'historique tout à l'heure, parce qu'elles remettent en cause, elles accélèrent parfois, ou parfois elles freinent certaines tendances qui étaient peut-être pas viables, hein, je ne sais pas, ça on ne peut pas l'analyser. Mais en tout cas, ces notions de crise, ça c'est une deuxième thématique qui peut être puisée dans ERECO, notre structure, c'est qu'on apprend, il faut qu'on apprenne. Et malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait conférence après conférence, c'est qu'en Europe, on n'a pas appris. Et je pense que la Covid, par exemple, est vraiment typiquement une crise sur laquelle on peut apprendre. Mais est-ce qu'il y a à la fois un apprentissage local, individuel, mais est-ce qu'il y a un apprentissage collectif européen? Vous voyez, aujourd'hui, on repart en se disant, ouf, on a passé la Covid avec des politiques de santé qui sont arrivées à s'entendre, ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut transposer à d'autres crises qui arrivent, qui sont là, pour que justement on puisse apprendre? Et bien là, je vais dire, il n'y a pas une structure apprenante. Alors aujourd'hui, à l'heure de l'IA, je pense qu'on pourrait faire un effort avec peut-être quelques outils, mais en tout cas, avoir des structures qui, vous voyez, qui aient une certaine souplesse et qui permettent à un moment donné d'avoir une cellule d'apprentissage et de réflexion et de diffusion. Parce que c'est ça en fait, hein, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a une deuxième crise importante qui est celle quand même de l'armement. Et donc, qui s'impose. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moi, encore une fois, je n'ai pas les manettes, mais est-ce qu'on peut apprendre des crises antérieures? Est-ce qu'on peut apprendre, est-ce qu'on peut compter sur un comportement? Est-ce qu'on peut compter sur des attitudes sans être pour autant, comment dire, naïf, hein? On voit bien qu'en Europe, par exemple, et ça, ce n'est pas assez dit non plus, malheureusement, mais on a quand même des réseaux de l'extrême droite qui sont très structurés au niveau européen. Enfin, moi, j'étais en Bulgarie il y a
2 ans, là, on avait Marine Le Pen tous les 10 kilomètres qui serrait la main, quoi, avec le président bulgare. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, partout, voilà, on n'a pas cette vision, cette visibilité-là. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut apprendre? Et je pense que cette notion d'apprentissage, de structure apprentissante, ça peut être un élément important pour demain. Alors, nous, dans nos groupes de réflexion, on aimerait bien pouvoir procurer un papier en disant, ben voilà, la bonne structure, on n'en est pas là, mais on y réfléchit. Et donc, si toute contribution de chercheurs et approches qui souhaitent travailler sur la question, c'est vraiment intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a des crises qui s'empilent aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui va ressortir de ça et quels sont les paramètres majeurs? Moi, j'ai une hypothèse personnelle, mais je pense que la meilleure structure, c'est une structure flexible. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. C'est celle qui est à la fois déterminée sur l'objectif et à la fois suffisamment souple pour accepter parfois quelques aberrations locales par rapport au raisonnement général. Mais bon, ça, c'est très personnel et c'est dû au fait que je pense, j'enseigne le commerce et la négociation. Oui. Merci de ces réflexions. C'est effectivement très intéressant. C'est vrai que c'est difficile de se projeter, d'avoir cette vision à la fois très nuancée de la diversité sur les territoires européens et en même temps ce sens du commun, de ce qui nous rapproche, de cette globalité. On sait que, comme on en a discuté plus tôt, qu'il existe un marché commun, qu'il existe un espace économique commun, un espace de régulation commune avec des standards communs maintenant qui sont coélaborés avec en partie la voix des acteurs locaux, même si on aimerait bien que peut-être une place supplémentaire leur soit donnée. Mais ça rejoint peut-être un espace de réflexion, enfin le problème que vous identifiez, d'apprentissage, puisque bien sûr en sciences de gestion, on travaille beaucoup sur l'apprentissage organisationnel, et là on a un monstre organisationnel, puisque c'est une taille incroyable, c'est quasiment, voilà, c'est un ensemble politique également. Eh bien, est-ce que en fait, ça ne rejoindrait pas une question que nous nous posons au sein des fédéralistes européens, qui est la question de l'espace public européen, puisqu'on a un espace de régulation. On a petit à petit, vous en avez parlé, un espace monétaire aussi, ou une sorte d'union monétaire avec un noyau dur qui est vraiment une union monétaire et ensuite des différents types d'agencements pour les autres États membres. Est-ce que cet espace public commun ne contribuerait pas à avancer sans doute vers une meilleure prise de conscience et une meilleure mémoire commune? Ah bah oui, ça c'est clair, ça c'est évident. Je pense que ça manque. Bon, on ne peut pas reprocher à l'Europe, l'histoire est ce qu'elle est, et en plus, il faut du temps. Mais c'est vrai que là, il y a un manque énorme. Et donc, une structure souple, à mon avis, qui va, encore une fois, parfois avoir tolérer des manquements, tolérer une non-optimisation des paramètres, mais en tout cas qui emmène plusieurs paramètres ensemble, donc une vision assez systémique, ça c'est clair, mais elle manque cette structure-là, ça c'est évident. Enfin, pour moi, et dans les constats que l'on fait, c'est ça, c'est que chacun vit un peu, continue à vivre dans son petit royaume, où on est bien en Europe. Les gens, il y a beaucoup quand les gens viennent en Europe, et même les Américains, ils nous disent « Non, mais vous êtes fous, vous vous rendez pas compte de la qualité de vie que vous avez en Europe. On vous envie ça. Les retraites, on vous les envie. » Voilà. Bon, après, il ne faut pas être non plus shooté au positif, on est bien d'accord, mais voilà, en tout cas, si je pense qu'il y a quelque chose à faire, et il y a un vide là, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être pour compléter dans ce système flexible, effectivement, qui pourrait exister, que l'on pourrait consolider, est-ce que le fédéralisme a quand même sa place? On a avancé au niveau européen dans certaines politiques, par exemple l'euro, c'est une politique fédérale. La Cour de justice européenne, c'est fédéral, etc. Donc, quel type de progrès on devrait faire dans cette direction? Nous, les fédéralistes, on est convaincus qu'il faut avancer pour avoir
une Europe plus lisible, plus démocratique, plus efficace dans le contexte géopolitique, qu'une bonne dose de fédéralisme serait sans doute nécessaire. Je pense que voilà, on y est, hein, cette vision systémique. Alors moi, j'appellerais, bon, fédéralisme, d'accord, mais plutôt un système de régulation, et donc dans tout système, chaque entité apporte de la structure au système, hein, du contenu au système. Donc évidemment, c'est une richesse, et bien sûr avoir quand même une vision commune, globale, tout en respectant localement à la fois les richesses et les échanges. Mais pour qu'un système fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une dynamique, enfin, il faut qu'il y ait de l'énergie. Et il faut que les messages passent. Ils peuvent être déformés, hein, ils peuvent être interrompus, ils peuvent revenir en boomerang, mais en tout cas, il faut qu'ils passent. Et donc ça, c'est ce qui manque, moi, à mon avis, c'est cette énergie. Donc pourquoi pas, effectivement, une structure qui dise, nous, on va mettre de l'énergie dans ces éléments-là. Et après, on va voir comment le système va s'autoréguler, hein, mais va aussi pouvoir évoluer par lui-même, sans se déstructurer sous l'effet d'autres pressions, hein. Moi, je pense à des pressions internationales ou des pressions militaires, hein, ou des pressions même sanitaires, hein. On n'est pas à l'abri d'autres crises sanitaires au niveau mondial ou alimentaire, hein, même un jour ou l'autre. Donc voilà, la structure souple qui est dans la correspondance, à mon avis, du fédéralisme est intéressante, justement. Ghislaine, merci. Nous arrivons au terme de cet entretien. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'UF. Merci. Et qu'est-ce que vous attendez de ce conseil? Comment faire pour le faire fonctionner convenablement et faire en sorte que ce soit utile à nous, bien sûr, l'Union des fédéralistes, mais aussi aux citoyens et aux politiques? Alors, d'abord, merci de m'avoir accueilli dans votre conseil scientifique. C'est un grand honneur. Merci beaucoup. Je suis très contente. Et oui, je pense que vous voyez, avec les activités de European Research Community et puis les pratiques européennes, je pense que là, votre conseil scientifique est extrêmement intéressant pour qu'on croise les idées et qu'on arrive à plusieurs mains, à plusieurs réflexions, à faire évoluer un modèle. Je pense qu'un modèle, alors modèle au sens souple, hein, soft, hein, ce n'est pas un modèle rigide, mais un modèle pourrait émaner de la réflexion des autres participants à votre conseil scientifique. Et donc, c'est les échanges d'idées, c'est une nouvelle conception, hein, peut-être, d'une structure qui n'existe pas encore, qu'on a évoquée ensemble. Et je pense que c'est le bon lieu pour y réfléchir, en tout cas. Et bien sûr, tout un chacun dans votre organisation, vous êtes invité à venir soumettre des papiers dans le cadre des RECO, parce que ça aussi, c'est un beau lieu d'échange entre les pays, entre les langues, entre les cultures. Et on ressort toujours avec des idées nouvelles. Vous voyez, Site Europa, c'est typiquement l'émergence de discussions dans notre groupe. Alors, autour d'une bonne bière, hein, je vous dis honnêtement, hein, mais ça s'est fait aussi à travers des conférences et des papiers. Voilà. Donc, ces papiers, pour nous, vont être édités chez Springer maintenant. Et donc, on est en train de travailler là-dessus et ils seront édités donc, chez Springer. On a aussi 2 éditions chez l'Harmattan. Bon, un grand merci. Nous avons aussi une maison d'édition fédéraliste qui s'appelle Presse Fédéraliste. Okay. Peut-être qu'une contribution de Ghislaine Pellat dans cette chez Presse Fédéraliste serait tout à fait opportune, parce que je vois beaucoup et nous voyons beaucoup de synergies entre nos activités respectives. En tout cas, un grand merci et nous restons en contact, bien sûr, avec le conseil scientifique. Un grand merci, Ghislaine. Merci à vous. Merci de votre temps. À bientôt, au plaisir. Merci, au revoir.